L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut la team, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous profitez bien de l'été, que vous soyez à la plage, au taf ou tout simplement chez vous. En tout cas, j'espère que vous êtes dans de bonnes dispositions parce qu'aujourd'hui on continue un gros chantier ensemble. Après avoir lancé la série il y a 2 semaines, on enchaîne avec la suite logique, les places 70 à 56 de mon top 100 NBA All-Time 2025. Peu à peu, on rentre dans le cœur du classement. Fini les légendes oubliées ou les figures cultes qu'on aime glisser en fin de liste. Là, on commence à parler de joueurs qui ont sérieusement marqué leur époque. Des MVP, des Hall of Famers, des mecs titrés qui ont posé leur empreinte sur l'histoire, même si ça fait toujours débat. Comme je vous l'ai déjà dit aussi, ce top, c'est pas juste une version mise à jour de celui que j'ai fait il y a 5 ans. C'est une refonte complète. Ma vision du jeu a évolué, les critères ont été affinés, et de mon côté, j'ai tenté de creuser encore plus loin. Et je l'assume totalement, il y a eu de gros changements. Je n'ai aucun problème avec l'idée de bouleverser 2 ou 3 certitudes. Bref, tout ça on en reparle après, mais maintenant installez-vous bien, ça repart pour un épisode de cette série que j'adore. Quelles sont les places 70 à 56 de mon top 100 All-Time NBA 2025? Réponse tout de suite. Mais ouais, avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur un épisode de cette série, vous n'avez peut-être pas toutes les clés de comment j'ai construit ce top. Du coup, je vous conseille vivement de jeter un œil au premier épisode, les places 100 à 86. Là-bas, tout est expliqué en détail, c'est vraiment là-bas que j'explique toutes les bases. Mais si vous insistez et que vous voulez démarrer directement ici, aucun souci, je vous fais un rapide point pour que vous soyez dans le coup, avec tous les joueurs que j'ai déjà classés dans les épisodes précédents. La question centrale, c'était celle-ci. Quels joueurs ont vraiment laissé leur empreinte sur l'histoire de la NBA ? Donc pas de bonus pour la carrière universitaire, pour ce qu'ils ont fait en FIBA par exemple, ou encore ce qu'ils ont fait après coup en tant que coach ou en tant que dirigeant. On juge la trace laissée sur les parquets NBA en tant que joueur, point final. Dans la balance, j'ai mis les bagues, la longévité, les MVP, les sélections All-NBA, les stats évidemment, les sélections All-Star, mais aussi les performances en playoff, parce que c'est là que se construisent les plus grandes légendes. Et pour les joueurs qui sont encore en activité aujourd'hui, je me suis arrêté à l'été 2025. Même si c'est pas facile, des fois, ce qui compte, c'est ce qu'ils ont accompli aujourd'hui, pas ce qu'ils pourraient potentiellement faire dans le futur. Et sinon, comme d'hab, je vous remets ici le lexique des pictos que j'utilise pour résumer le palmarès de chaque joueur. Vous pouvez faire pause si vous voulez bien le lire ou y revenir plus tard, mais normalement, à partir de maintenant, vous savez tout. Du coup, on commence à la place 70 que j'offre à Reggie Miller. Et je le sais, au vu de son palmarès, certains vont trouver ça hyper généreux. Oui, 5 sélections All-Star, trop l'NBA par rapport à d'autres, c'est famélique, mais sa carrière, c'est surtout 18 saisons à Indiana, plus de 25 000 points en carrière, et surtout un shooter révolutionnaire. 2563 points marqués, record absolu au moment de sa retraite. Reggie Miller, c'est le sniper avant l'ère des snipers. C'est l'héritage direct de Ray Allen, de Stephen Curry et de tous les autres. Mais ce qui m'a toujours fasciné chez lui, c'est ce mélange entre l'arrogance du trash talker et le calme glacial du clutch player. Le mec pouvait chambrer Jordan, se faire démolir derrière, mais quand même revenir le lendemain pour recommencer. Et puis, il y a ce lien unique avec le Madison Square Garden aussi. Le Knicks Killer. Qui d'autre peut claquer 8 points en 9 secondes pour voler un match? Qui d'autre mime un étranglement à Spike Lee en lui plantant 25 points dans le 4e quart. Ce gars a fait de la rivalité Pacers-Knicks une véritable série Netflix avant l'heure. Game 5 de 1994, Game 1 de 1995, Game 4 de 1998. À chaque fois, c'est lui le héros ou lui le bourreau. Reggie Miller, c'était ça. Plus l'adversaire était bon, plus il était fort et moins il se cachait. Alors oui, pas de titre NBA, mais Miller, c'est l'histoire d'un gars qui a mis Indiana sur la carte, qui a incarné l'équipe pendant 2 décennies, qui n'a jamais fui le défi. Il a été clutch de sa saison rookie jusqu'à sa retraite, et il a porté sa team jusqu'au final en 2000. Pour un mec qui n'avait pas de coéquipier all-time, ce n'est pas rien. Maintenant, avec tout ça, est-ce que j'aurais pu réfléchir à le mettre plus haut? Non, honnêtement, c'est compliqué. Parce que ceux qui le précèdent dans ce classement ont soit des bagues, soit un impact statistique ou collectif supérieur. Mais plus bas non plus, impossible. Son impact, sa longévité, son style, et surtout ses moments légendaires de chez légendaires en playoff, ça vaut largement une 70e place à mes yeux. Et maintenant, pour la place 69 de mon top, j'appelle Shai Gilgeous-Alexander. Ouais, je sais, là encore, il y en a que ça va
faire tiquer et je peux comprendre. Cette petite saison, même pas 500 matchs en régulière, un peu plus de 11 000 points, ça fait pas BZF par rapport à d'autres. Mais si vous vous arrêtez là-dessus, vous passez complètement à côté de l'essentiel. Ce que Shea vient de faire ces 3 dernières années, et plus particulièrement sur la campagne 2024-2025, c'est tout simplement historique. MVP, meilleur scoreur de la ligue, champion NBA et MVP des finales. Le genre de quadruplé que seuls quelques élus ont réussi à caler dans une même saison. Et pas des moindres, Jordan, Shaq, Karim. Et ouais, voilà qui se trouve actuellement à la même table que le Canadien. Drafté par Charlotte, transféré dans la foulée aux Clippers, première saison prometteuse avec une série de playoffs contre les Warriors, puis direction OKC dans le deal pour Paul George. Son début de carrière a été tumultueux, sauf qu'à partir de là, ça a été une montée en puissance lente mais régulière. D'abord dans l'ombre, puis en tant que leader évident. Premier triple-double à seulement 21 ans, et déjà on voyait que le mec avait quelque chose de différent. Ensuite, des cartons, des buzzer beaters, des perfs de fou, mais dans une team en reconstruction. C'est à partir de 2022-2023 que tout s'emballe. All-Star, All-NBA First Team, et une moyenne à plus de 30 points par match pour la première fois, puis une deuxième et une troisième. 3 années consécutives au-dessus des 30 points tout en étant l'un des meilleurs défenseurs à son poste, malgré l'absence incompréhensible d'une sélection All Defensive Team. Par contre, le gars a quand même fini 2 fois dans le top 10 du Deepoy, il ne faut pas l'oublier. Et cette saison 2024-2025, c'est le feu d'artifice. 4 matchs à plus de 50 points, record de franchise de KD battu pour les matchs à 30 points, sweep contre Memphis, 40 pions contre les Wolves en finale de conf, 15 matchs à plus de 30 points en playoff. Seul Jordan, Hakim et Kobe avait fait ça, et en finale, le mec claque 38 points dès le Game 1, finit MVP des finales et offre le titre à OKC. Est-ce que maintenant vous commencez à capter à quel point ce qu'il a fait cette année est réellement épique et va marquer l'histoire? Alors ouais, il n'a pas encore la longévité d'un CP3, d'un Kidd ou d'un Isaiah, mais ce qu'il a déjà accompli, la façon dont il a dominé des deux côtés du terrain, la vitesse à laquelle il est monté dans la hiérarchie, moi je ne peux pas l'ignorer. Sans sa saison 2024-2025, peut-être qu'il n'aurait même pas été dans ce top 100, mais là, il a déjà rejoint la cour des très grands, et il n'est même pas encore au sommet de son prime. Place 68 désormais, et je l'offre à Joe Dumars. Joe Dumars, c'est pas juste un bon soldat des Bad Boys, c'est pas juste l'éternel bras droit d'Isaiah Thomas. Joe Dumars, c'est un joueur à part. 2 fois champion NBA, 6 fois All-Star, 3 fois All-NBA, 5 fois All-Defensive Team, et surtout MVP des finales en 1989. Rien que ça, déjà, ça impose le respect. Sauf que tout ça, c'est surtout de la surface, et quand on creuse, l'histoire devient encore plus belle. Dumars débarque en NBA en 1985, drafté en 18e position par Détroit, en provenance d'une petite fac McNeese State. Autant dire que personne ne l'attendait à ce niveau, sauf Jack McCloskey, le GM des Pistons, qui avait flashé sur lui et qui n'en revenait pas qu'il lui tombe dans les bras le soir de la draft. Ce choix, ça a été l'un des plus faciles de toute sa carrière, et il a tout changé. Dès sa saison rookie, Joe impose sa défense et son calme, aux côtés d'un Isaiah beaucoup plus volcanique. À la fin des années 80, les Pistons deviennent la terreur de la ligue, et Dumars en est un rouage essentiel. En 1989, pendant que les Lakers se font balayer en finale, c'est lui le MVP. Plus de 27 points de moyenne dans la série, une efficacité clinique, et cette capacité à ne jamais forcer. L'année suivante, rebelote, il claque 33 points dans un Game 3 crucial contre Portland, le jour même du décès de son père. Et il continue la série, parce que sa mère lui dit de finir le boulot. Le mec vraiment avait un mental d'acier, je n'ai rien d'autre à dire. Et ce que beaucoup oublient, c'est qu'en plus d'être un excellent défenseur, il a aussi été un scoreur redoutable. En 92-93, il tourne à 23 points et demi de moyenne, meilleure saison individuelle de sa carrière. Il était capable de prendre feu, de tuer des matchs dans le silence, sans jamais chercher la lumière. Et pendant que Détroit sombrait au milieu des années 90, lui continuait d'assurer, mentorant un rookie nommé Grant Hill et tenant la baraque, jusqu'au bout. Ouais, malgré sa discrétion, c'était lui le baromètre de ses Pistons. Sa longévité, son attachement à une seule franchise, son rôle dans 2 titres, ses duels mythiques avec Michael Jordan, ses stats propres, sa réputation, sa classe, tout ça rend sa 68e place totalement méritée à mon goût. Pas plus haut, car malgré tout il reste un cran en dessous des plus grandes légendes du poste 2, mais il n'a rien à faire plus bas. Joe Dumars, c'est du vrai basket pur, du basket dur, du basket qui a marqué son temps. Ok, on est à la 60e place maintenant, et c'est là que j'ai décidé de caser Dwight Howard. Ouais, je sais, ça peut surprendre encore, parce que son image aujourd'hui c'est un mec un peu clownesque en fin de carrière, qui fait des blagues cheloues, et qui a fini en enchaînant des contrats minimum. Mais si on revient un peu en arrière, si on oublie les dernières années moins brillantes, ce que Dwight Howard a accompli dans son prime, c'est énorme. Ouais, énorme, j'assume, je ne vais pas mâcher mes mots, et c'est pas parce que vous ne connaissez pas son début de carrière qu'il faut l'oublier, on va en parler. On parle d'un mec qui a été 8 fois All-Star, 8 fois All-NBA, 5 fois All-Defensive, 3 fois défenseur de l'année, 5 fois meilleur rebondeur de la ligue, 2 fois meilleur contreur, et qui finit par choper une bague avec les Lakers en 2020, dans un rôle très éloigné de ce qu'il a été, certes, mais quand même. Le mec, dans son prime, c'était un monstre athlétique. Sa détente était mesurée à quasi 1 mètre.
4. Un pivot qui jumpait comme un ailier et qui dominait la raquette des deux côtés du terrain. Il arrive en NBA en 2004, directement sorti du lycée, pick numéro 1 de sa cuvée de draft. Et dès sa première saison, il pose 12 points et 10 rebonds de moyenne. Premier joueur à sortir un double-double de moyenne à 18 piges. Il joue 82 matchs, titulaire à chaque fois, et il devient très vite le centre du projet du Magic. Très vite aussi, il muscle son jeu, ajoute 20 kg de masse, progresse au poste et devient une vraie force au poste 5. De 2007 à 2012, c'est simple. Dwight Howard est le pivot numéro 1 de la ligue. Il t'envoie des saisons à plus de 20 points, 14 rebonds et 2 contres de moyenne. Il est 4 fois top 5 MVP, dont une deuxième place en 2011. Et puis, il emmène le Magic jusqu'en finale NBA en 2009 en écartant LeBron en finale de conf avec un Game 6 décisif. 40 points et 14 rebonds. Un patron. Mais après ça, il y a eu les blessures, les choix de carrière discutables et quelques tensions dans les vestiaires. Son premier passage aux Lakers avec Kobe, c'était un fiasco. À Houston, avec Harden, pareil. Il a été baladé d'équipe en équipe, parfois utile, parfois gênant, loin du leader qu'il avait été à Orlando. Et pourtant, même là, il a continué à gratter des rebonds, à poser ses 5-6 points en sortie de banc, à garder un rôle. Il a été important dans la bulle avec les Lakers, notamment contre Jokic en finale de conf. Alors ouais, par contre, à côté de ça, il a une réputation de mec pas facile qui lui colle à la peau. Des clashs avec Kobe, Harden, Van Gundy, ça n'a pas joué pour son image, mais moi je regarde la globalité, et sur l'ensemble de sa carrière, Dwight Howard c'est près de 20 000 points, plus de 14 000 rebonds, plus de 2200 contres, une domination défensive qui a marqué une époque, et un rôle clé dans une équipe championne. C'est déjà pas mal, non? Après, est-ce qu'il aurait mérité d'être plus haut? Non, franchement là j'avoue ça aurait été compliqué. Parce que même si son prime était incroyable, il n'a pas eu la longévité d'un Shaq ou la technique d'un Hakim. Il n'a jamais développé un vrai jeu offensif au poste, il dépendait beaucoup de son physique et son déclin est arrivé assez tôt. Mais le mettre plus bas, c'est non, parce que pendant 8-10 ans, il a été un des joueurs les plus dominants de la ligue, et ça compte pour moi. Du coup, ça part maintenant sur la place 66 que je file à Dennis Rodman. Un mec qu'on pourrait limite sortir du classement si on se fiait seulement aux points marqués. Et pourtant, il a sa place, large, il est probablement le joueur le plus atypique du top 100, mais justement, c'est ça qui rend son cas si fascinant. Son palmarès est massif, 5 bagues, 2 trophées de défenseur de l'année, 8 sélections dans les All Defensive Teams, 7 fois meilleur rebondeur de la ligue, 2 fois All NBA, et pourtant à peine 2 petites apparitions au All-Star Game. Pourquoi? Parce que la NBA ne savait pas quoi faire de lui. Trop ingérable, trop barré, trop incontrôlable, et pourtant indispensable. Parce que ouais, faut s'en rendre compte, Rodman c'est un mec qui ne rentrait dans aucune case. 2m01, même pas 100 kg, et pourtant il jouait poste 4 dans l'une des aires les plus violentes de l'histoire. Et il dominait, il a fait du rebond une science. Ses 34 rebonds contre Indiana, hallucinant. Sa moyenne de quasi 19 prises sur une saison, historique. Ce n'était pas juste de l'énergie, c'était du placement, de la lecture, de l'anticipation. Il étudiait les trajectoires des tirs, les habitudes des shooters, même les angles de rebond selon les salles. Et ouais, c'était ça Dennis Rodman, c'était pas juste un joueur atypique avec les cheveux colorés, c'était aussi un scientifique qui a su magnifier son art. Sa carrière commence chez les Bad Boys de Détroit, un rôle de soldat mais déjà une intensité qui saute aux yeux. Il se bat, il plonge dans les tribunes, il fait péter les plombs à Bird, à Magic, à Jordan. Puis il enchaîne à San Antonio, où ça explose de partout. Et ensuite les Bulls, là c'est l'apogée. 3 titres de plus, une guerre mentale avec Karl Malone et surtout ce rôle clé dans la dynastie de Jordan. Sans lui, pas sûr que le second three-peat se serait passé comme il s'est passé. Alors oui, il était relou, oui, il foutait le bordel, et oui, il faisait vraiment n'importe quoi en dehors du terrain. Mais sur le parquet, il répondait toujours présent, et ça vaut plus que des points. Rodman a été un facteur X dans 5 équipes championnes. Il apportait ce que personne d'autre ne pouvait donner, une énergie folle, un sens du sacrifice, et une dureté défensive qui changeait le tempo d'un match. Pourquoi 66 donc, et pas plus haut? Et bien surtout parce que son impact se limitait seulement à quelques aspects du jeu. Il ne crée pas, ne dribble pas, ne marque pas, n'organise pas, il n'a pas eu une longévité de ouf non plus sur ses meilleures années, mais tu peux pas le mettre plus bas non plus. Il est unique, un genre à part, et son apport en défense et au rebond est tout simplement trop immense pour être ignoré. Dennis Rodman, c'est le genre de mec que tu préfères avoir avec toi que contre toi, et dans un top all-time, ça compte aussi ce genre d'intensité. La 65 maintenant, et pour moi c'est une évidence, j'appelle Pau Gasol. Le mec coche quasiment toutes les cases, 6 sélections All-Star, 2 bagues, 4 All-NBA, un trophée de rookie de l'année, et surtout plus de 20 000 points 11 rebonds, près de 4000 passes et près de 2000 contres. C'est pas une ligne de stats, la carrière de l'Espagnol, c'est un arbre généalogique. Mais au-delà des chiffres, ce qui rend Pau Gasol spécial, c'est son parcours. Il débarque en NBA en 2001 chez les Grizzlies, une franchise en reconstruction totale, et très vite il devient le visage de Memphis. 3 qualifications en play-off, ok, 3 sweeps aussi, 12 défaites, aucune victoire, mais dans un contexte ultra compliqué. Il tient la baraque, il progresse tous les ans, et il devient même le premier All-Star de l'histoire de la franchise. À ce moment-là, aux yeux de tous, il est déjà considéré comme une star, mais il lui manque le principal, gagner. Et c'est là que tout bascule. En 2008, il est envoyé aux Lakers dans un trade qui fait hurler tout le monde, sauf Kobe, parce que
que ce transfert, c'est littéralement le moment où la carrière de Bryant prend un virage. Gasol devient son lieutenant de luxe, celui qui accepte de faire le sale boulot, de se battre au rebond, de protéger le cercle, tout en étant capable de mettre ses 18 points en finesse. Le mec peut te poster, te feinter, shooter à mi-distance ou te trouver un backdoor à l'aveugle. C'est un intérieur moderne avant l'heure, ambidextre, intelligent, altruiste et surtout ultra clutch. Son match 7 contre Boston en 2010, 19 points, 18 rebonds, c'est ce genre de perf qui forge les légendes. Et soyons clairs, ça ne m'aurait pas choqué qu'il chope le MVP des finales cette année-là. Après Los Angeles, il reste solide à Chicago, puis plus en retrait aux Spurs, mais toujours utile. Et même en fin de carrière, avec les blessures qui s'accumulent, le respect reste total. Parce que Pau, c'est aussi une légende internationale, un Hall of Famer qui a porté l'Espagne vers les sommets. Mais ici, dans ce classement, je ne parle que de NBA, mais peu importe, si on ne se focus que sur la NBA, il mérite d'être là. Plus bas, ce serait impossible, parce que ce qu'il a apporté à une dynastie, très peu peuvent s'en vanter. Plus haut, difficile également, parce qu'aussi fort qu'il ait été en NBA, il n'a jamais été un alpha absolu. Mais peu importe, car dans son rôle, il a été l'un des meilleurs de l'histoire. Allez, à la 64e place de mon top 100 all-time, maintenant, je suis allé choper Al Greer. Et je sais, c'est pas le premier nom qui vient en tête quand on parle des plus grands, pourtant, à bien y regarder, c'est une vraie légende. Un mec qui a noirci tout ce qui était possible. 10 fois All-Star, 7 fois All-NBA, MVP du All-Star Game en 1968, champion NBA en 1967 avec les Sixers. Et encore, c'est même pas ça le plus impressionnant. Greer est tout simplement le meilleur scoreur de l'histoire de la franchise de Philadelphie. Oui, devant Iverson, Barkley, Irving, Embiid ou Moses Malone, rien que ça. Sa carrière commence à Syracuse en 1958 où il est drafté au second tour, puis la franchise déménage à Philly en 1963, et c'est là que tout s'emballe. Il passe 15 saisons dans la même équipe, c'est dire la loyauté du bonhomme, et sur cette période, c'est une machine à scorer. 8 saisons à plus de 20 points de moyenne, et même un pic à 24 par match en 1968, année où il devient MVP du All-Star Game avec un 8 sur 8 au tir et 19 points en un seul quart-temps, en sortie de banc. C'est ce genre de performance qui te fait rentrer dans l'histoire discrètement, mais sûrement. Ce que j'aime chez Al Greer, c'est qu'il a souvent été seulement vu comme le lieutenant de Wilt Chamberlain, mais si tu regardes bien les finales 1967, c'est lui qui mène les Sixers au scoring, avec 26 points de moyenne, mais aussi 8 rebonds et 6 passes, un vrai patron. S'il y avait eu un trophée de MVP des finales cette année-là, c'est à lui que je l'aurais donné. Le mec n'a jamais eu les projecteurs, mais toujours le respect. Même Wilt disait que c'était lui le cerveau de l'équipe. Greer, c'était un scoreur chirurgical, et un défenseur dur au mal. Un leader silencieux du coup, oui c'est sûr, discret, et ça le handicape peut-être, mais ce que je retiens c'est que c'était un vrai leader surtout. Alors pourquoi 64 ? Parce qu'il a tout ce qu'il faut pour être grand sans jamais être dans la lumière. Il ne mérite pas d'être plus bas parce que très peu de joueurs ont son palmarès, son impact et cette constance à si haut niveau pendant 15 piges. Mais plus haut c'est compliqué, il y a des gars au-dessus qui ont eu une influence plus large ou des pics encore plus fous. Lui c'est la longévité et l'excellence dans l'ombre, et dans ce top 100 il y a clairement une place pour les mecs comme Al Greer. En 63e position de mon top 100 all-time, maintenant j'ai décidé de parler de Sam Jones. Et je sais que certains vont hausser les épaules en se disant « Ok, encore un Celtic des années 60 », qui vont se dire qu'il a 10 titres à son compteur, ouais, mais qu'est-ce que ça vaut vraiment aujourd'hui? Alors écoutez bien. D'abord oui, son palmarès est stratosphérique, 10 titres NBA en 12 saisons, 5 sélections All-Star, 3 fois All-NBA Second Team, plus de 15 000 points en carrière et une moyenne de presque 18 points par match, mais surtout une empreinte indélébile dans les plus grands moments de la dynastie des Celtics. Ouais, Sam Jones, c'est pas juste un gars qui a profité de l'effet Russell, c'était le Mr. Clutch de cette équipe, celui à qui on filait la gonfle quand ça comptait vraiment. Parce que ouais, vous le savez peut-être pas, mais ce mec-là, c'est le prototype du scoreur sous pression. Il possédait l'un des moves les plus emblématiques du basket à l'ancienne, le bank shot. Il l'avait bossé dès le lycée simplement parce qu'il galérait à faire des lay-ups. Résultat, il a transformé un défaut en arme fatale. Même quand les autres stars voulaient faire swish, lui continuait de viser la planche. Et devinez quoi, ça rentrait. Encore, encore et encore. Un art devenu instinctif. Mais même si c'était sa principale force, c'était pas juste son tir qui le rendait spécial. Jones savait bouger sans ballon comme peu de joueurs à son époque. Il lisait le rebond, trouvait les espaces et punissait les défenseurs distraits. Il avait cette science du timing, une seconde de retard et ça faisait bang. Et puis il y a les moments, parce qu'au-delà des chiffres, Jones a marqué les playoffs de son empreinte. Un tir au buzzer sur Chamberlain en 62 pour éliminer Philly, un match 4 héroïque en finale 69 contre les Lakers de West et Wilt, où il donne la victoire à Boston sur un shoot clutch à 7 secondes de la fin. Cette série-là, les Celtics la gagnent en 7, et ce shoot-là, c'est un tournant. Alors pourquoi seulement 63e finalement? Parce qu'à côté de ça, faut rester un minimum lucide. Oui, son impact dans les moments clés est immense, mais dans l'ensemble, Sam Jones a toujours été vu comme un lieutenant, un bras droit, pas un boss. Il n'a jamais porté une équipe seule, n'a jamais été MVP, et il évoluait dans un contexte hyper favorable, entouré d'une armada historique. C'est ce qui empêche de le placer plus haut pour moi, mais plus bas, non, impossible là encore. Parce que quand t'as été le go-to guy offensif d'une équipe qui gagne 10 titres, quand t'as mis 51 points dans un match, quand t'as été l'arme décisive dans les moments les plus chauds de la décennie, la plus dominée par une seule franchise, alors ouais, t'as ta place dans l'histoire, c'est comme ça. À la 62e place de mon classement all-time, j'ai mis le seul français de mon top, Tony Parker. Et ouais, 4 bagues, un titre de Finals MVP, 6 sélections All-Star, 4 All-NBA
NBA Team, et pourtant j'ai pas hésité à le placer là, précisément là, parce qu'il n'est ni sous-coté ni sur-coté, il est exactement là où il doit être à mes yeux. Tipeee à la base c'est l'histoire d'un gamin de 19 piges que Greg Popovich ne voulait même pas drafter. Lors de son premier workout avec les Spurs, il s'est fait démonter par un mec du staff, et Pop a dit stop direct, ce gamin est trop soft, et sans Sam Presti ni Hersey Buford pour insister et lui offrir une deuxième chance, il n'aurait jamais mis un pied à San Antonio. Deuxième essai, cette fois c'est la bonne, et 5 matchs plus tard, Parker est titulaire. Le reste c'est de l'histoire. Et dans cette histoire, il aura mené l'attaque des Spurs pendant presque 2 décennies. Et ouais, souvent dans l'ombre de Tim Duncan évidemment, mais il a toujours su s'adapter et se rendre utile. Quand Duncan déclinait, il a repris le flambeau. Quand Kawhi est arrivé, il s'est mis en retrait. Dans un système aussi rigide que celui de Popovich, ça demande un mental de fou. Et surtout en playoff, parce que c'est là que ça compte le plus, Tipeee est un monstre de régularité. Plus de 4000 points, plus de 1100 passes, 226 matchs joués. Seuls LeBron, Jordan et Kobe cumulent autant de points et de passes en post-season. Il a été MVP des finales en 2007, en marchant littéralement sur Cleveland. 24 points et demi par match à plus de 57% au tir, le tout à 25 ans. Non, c'était pas juste un lieutenant, c'était une tête d'affiche, et encore plus à cette époque-là. Alors pourquoi pas plus haut? Parce qu'il n'a jamais été le meilleur joueur du monde non plus, jamais MVP, jamais All-NBA First Team, et même au sommet il restait un joueur de système qui brillait dans une mécanique bien huilée. C'est pas un reproche, hein, juste un constat. Sa grandeur elle est collective, il est dans ce top 100 parce qu'il a gagné, parce qu'il a performé, parce qu'il a duré, et parce qu'à force de travail, de vitesse et de teardrops, il a redéfini ce que pouvait être un meneur européen en NBA. À la 61e place de mon top 100 NBA All-Time 2025, j'ai choisi un joueur qui incarne parfaitement la NBA des années 70, Dave Cowens. Un ouvrier, un vrai, du genre à bosser dans l'ombre, transpirer pour l'équipe, puis rentrer chez lui comme si de rien n'était. Son palmarès déjà parle pour lui. Rookie of the Year en 1971, MVP en 1973, 8 sélections au All-Star Game, 2 bagues avec les Celtics, et à chaque fois avec un rôle central en playoff, sans compter 3 sélections All-NBA, 3 All-Defensive et même un trophée de MVP du All-Star Game. Mais malgré tout ça, son nom revient rarement dans les discussions. Pourquoi? Parce que sa carrière fut courte et que son pic, aussi impressionnant soit-il, n'a pas duré très longtemps. Et pourtant, Dave Cowens, bien avant Victor Wembanyama, c'était un alien, à sa façon. Un pivot sous-dimensionné qui boxe dans la catégorie des 7-footers, un gars que Red Auerbach a drafté en 4ème position en 1970 malgré les critiques, qui claque 17 points et 15 rebonds de moyenne sur sa première saison, partage le Roy avec Geoff Petrie et commence direct à s'imposer comme le cœur et les jambes de cette équipe de Boston post-Russell. Cowens, on l'oublie souvent, mais c'était un marathonien qui défendait sur tous les postes, c'était sa force. Il cavalait pendant 48 minutes et plantait ses 20 points et 15 rebonds sans broncher. Entre 1972 et 1976, il est monstrueux de régularité. Top 4 MVP 4 années de suite, 2 finales NBA, 2 titres, et surtout cette série de 1974 face aux Bucks de Karim. En finale, lors du Game 7 à Milwaukee, il sort un match titanesque, 28 points, 14 rebonds, 4 passes, en tenant Jabbar à son plus mauvais match des playoffs, champion NBA et même pas MVP des finales. Tiens, pour moi, il a été ignoré, comme très souvent dans sa carrière. Alors oui, après 1977, le déclin est là, les blessures, les années qui passent, un rôle de joueur coach mal digéré, mais même dans le dur, il reste All-Star, il reste présent, et surtout, il reste fidèle à Boston, à sa mentalité, à son jeu. Alors pourquoi 61ème? Tout simplement parce qu'il le mérite, parce que son pic est totalement incroyable. Parce qu'il a dominé sur les deux tableaux, attaque et défense avec des campagnes de playoff historiques, mais difficile de le mettre beaucoup plus haut. Il lui manque la longévité, les années d'élite. En vérité, Cowens fait partie de ces MVP à qui on reproche de ne pas avoir assez duré, et malgré ça, il est dans mon top 100. C'est dire la trace qu'il a laissée. Pour la place 60 de mon top 100 NBA All-Time 2025, je fais maintenant appel à Tiny Archibald. Pourquoi? Parce que ce petit bonhomme, c'est l'histoire d'un mec qui a tout connu. La galère, la gloire, la blessure, la bague et surtout le sacrifice. Ce n'est pas un mot qu'on entend souvent dans un classement all-time, mais pour lui, pourtant, c'est central. Déjà, les récompenses. 6 sélections All-Star, 5 All-NBA Team, un titre NBA, un MVP du All-Star Game et surtout un exploit unique dans l'histoire de la NBA. Finir meilleur scoreur et meilleur passeur sur une seule et même saison. Ça, c'était en 1973, le genre de saison qu'on lit comme une fiction tellement ça paraît impossible aujourd'hui. 34 points, plus de 11 passes, 3ème au vote du MVP, sauf que les Kings de l'époque, eux, faisaient du surplace. Tiny portait tout, et quand je dis tout, c'est tout. Les points, les passes, les minutes, les responsabilités. Il brillait en solo dans une équipe qui, elle, jouait à l'aveugle. Mais voilà, c'est ça qui rend ce mec vraiment à part. Après les galères physiques, les trades, une rupture du tendon d'Achille, il revient à Boston. Il met son ego au placard, change totalement de rôle et devient champion NBA en 1981 avec Bird, Parrish et McHale. Il ne tourne plus qu'à 14 points de moyenne, peut-être, mais il a appris à jouer pour les autres.
Il est même top 5 MVP en 1980 sans du tout faire péter les stats, c'est significatif, ça montre son impact. Alors ouais, on ne parle pas d'un joueur ultra bankable, ni même d'un gars dont le maillot se vendrait par camion aujourd'hui, mais on parle d'un meneur génial, skillé à mort, capable de dominer la ligue individuellement puis de s'adapter, de gagner. Un joueur qu'on oublie souvent à tort, trop fort individuellement pour tomber plus bas, trop discret collectivement pour grimper plus haut. C'est pile ce qui justifie cette 60e place dans mon classement. Allez hop, maintenant c'est l'heure de la place 59, une place que j'offre à James Worthy. Et franchement, c'est une place qui lui va comme un gant. Le palmarès parle pour lui pour commencer. 3 titres NBA, un trophée de MVP des finales en 1988, 7 sélections All-Star, 2 All-NBA et toujours ce rôle de facteur X dans une dynastie dominée par Magic et Karim. Pourtant, à chaque moment chaud, qui sait qu'on retrouvait avec le ballon dans les mains, prêt à planter ou à créer Big Game James. En fait, sa carrière, si on y réfléchit un peu, c'est presque une anomalie dans l'histoire. Le mec est drafté numéro 1 par une équipe championne en titre, les Lakers, qui ont pu bénéficier de ce pic grâce à un vieux trade. Et bim, Worthy débarque direct dans un vestiaire blindé de stars. Karim, Magic, Cooper, Wilkes, pas vraiment l'endroit pour faire des stats facilement. Et pourtant, il s'impose, discrètement, sans faire de vagues, mais avec une efficacité clinique. À peine rookie, il tourne à plus de 13 points à 57% au tir. Il se pète la jambe en fin de saison, mais dès qu'il revient, il grimpe les échelons. C'était un tueur Worthy, mais un tueur silencieux, je pense qu'on peut le dire. Et puis vient 1988, Game 7 contre les Pistons. Il sort le seul triple-double de sa carrière au meilleur moment possible. 36 points, 16 rebonds, 10 passes, MVP des finales. Ce jour-là, ce n'est ni Magic ni Karim, c'est lui, parce que Worthy c'était ça. Plus le match était tendu, plus il répondait présent. Son surnom, c'est pas pour faire joli. En playoff, il était systématiquement au-dessus de ses stats de saison. Et en Game 7, il tournait à 27 points à 60% de réussite. Il était la quintessence des clutch players, ou au moins la quintessence des joueurs qui brillent quand ça compte le plus, vraiment. Alors oui, par contre, il n'a jamais porté une franchise NBA à lui tout seul, c'est certain. Oui, il a toujours été le 3e homme des Lakers, mais quel 3e homme? Le gars est dans le top 10 all-time pour ce qui est du pourcentage de réussite en playoff. Son maillot est retiré, il est Hall of Famer, membre des 50 et 75 meilleurs joueurs de l'histoire. Et vous voulez le mettre plus bas que 59? Non, ça n'a pas de sens. Il a gagné, il a brillé, il a été décisif, c'est sa zone, celle des tueurs de l'ombre. 58e place maintenant, et je l'offre à Anthony Davis. Et je le sais, ce classement va diviser. On parle d'un mec fragile, d'un gars qui a toujours un pied à l'infirmerie, qui n'a qu'un titre, avec LeBron. Ça fait beaucoup de raisons de le vouloir plus bas, mais si tu t'arrêtes à ça, tu ne vois que la surface, parce que si tu regardes le fond, AD est un joueur exceptionnel. Ouais, je dis bien exceptionnel, même si ça peut surprendre certains, et je vais m'expliquer. Le palmarès d'abord, champion NBA en 2020, 10 fois All-Star, 5 fois All-NBA, 5 fois All-Defensive, 3 fois meilleur contreur de la ligue, et un MVP du All-Star Game. Le genre de ligne de CV qui commence à parler sérieusement. Et encore, il n'a jamais été élu Deepoy, mais il a fini 6 fois dans le top 10. Je le dis et je l'assume, c'est l'un des meilleurs défenseurs que je n'ai jamais vu. Il peut défendre le cercle, comme les plus grands big men de l'histoire, tout en étant capable de switcher sur un arrière et de tenir le duel. Qui d'autre peut combiner mobilité latérale et dissuasion verticale comme lui? Ils sont très peu. Et si on fait un récap de sa carrière, elle commence en 2012, à la Nouvelle-Orléans. Dès ses premières saisons, il fait des mixtapes de stats. Un match à 25 points, 8 rebonds, 6 contres et 6 interceptions. Un autre à 1 contre seulement du 5x5 dès sa deuxième campagne. Des matchs à 43 points, 21 rebonds, ou encore son record à 59 points, 20 rebonds en 2016, une dinguerie qu'on n'avait plus vue depuis Shaq. Et en playoff, dès sa première série en 2015, il tourne à plus de 31 points et 11 rebonds contre les futurs champions, les Warriors. Seules quelques légendes ont fait ça dans leur toute première série, Wilt, Karim, McAdoo. Et oui, Anthony Davis, qu'on le veuille ou non, c'est ce genre de prodige. En 2018, il mène les Pelicans à une belle campagne. Sweep face à Portland, 47 points dans le Game 4. Il est dans son prime et les chiffres explosent. Et puis en 2019, il rejoint les Lakers, forme un duo avec LeBron et c'est le titre direct. Playoff énorme, 27 points par match, clutch en défense, clutch en attaque. On parle beaucoup de LeBron, mais AD, c'est lui qui sécurise les possessions, qui coupe les runs adverses, qui fait gagner des matchs défensivement. Encore une fois, cette année-là, même si le MVP des finales a été donné à LeBron, ça ne m'aurait absolument pas choqué que ce soit AD qui le remporte. Alors oui, après, il a manqué de régularité, avec des saisons marquées par les blessures qui ont parfois été frustrantes. Mais quand il est sur le terrain, c'est un crack tout simplement, un joueur qui peut dominer des deux côtés, qui peut compiler 40 points, 20 rebonds et 5 contres sans forcer, et qui peut éteindre ton joueur préféré le même soir. Et même encore récemment, avec les Lakers, puis Dallas, il continue de sortir des matchs lunaires, triple-double avec 7 contres, ou des mixtapes à 34 points, 15 rebonds et 5 contres avec un œil au beurre noir. C'est ça, Anthony Davis, du pur talent dans la raquette, des deux côtés du parquet. Alors pourquoi cette place 58? Parce qu'il n'a que 6 campagnes de playoff, parce qu'il n'a jamais été le franchise player d'un champion, et que sa carrière aurait pu viser le top 30 sans les blessures. Mais désolé, il y a très peu de monde qui peut se targuer d'avoir un tel niveau des deux côtés du terrain pendant aussi longtemps. Et ça, c'est ce que je retiens principalement
principalement quand je pense à Heidi. Bon, on en est à la place 57 de mon top all-time et il est temps de mettre à l'honneur un joueur qui n'a rien d'ordinaire, Wes Unseld. Un joueur qui dès sa première saison a tout retourné, et pas avec des crosses ou des gros tomards, non, juste en dominant physiquement, en gobant des rebonds comme s'il avait une ventouse dans chaque main, et en étant le ciment d'une équipe qui a basculé dans une autre dimension dès qu'il a posé un pied sur le parquet. Ouais, un monstre, vraiment, vous allez comprendre, dès ses premiers pas en NBA. Alors d'abord, on fait les présentations. 13 saisons, toutes passées avec la même franchise, les Bullets, un titre NBA, un trophée de MVP de la saison, un autre en finale, 5 All-Star Games, un titre de meilleur rebondeur, une sélection All-NBA, et surtout une anomalie statistique. MVP dès sa saison rookie, avec même pas 14 points par match. Personne n'a jamais gagné le trophée en scorant si peu, mais son impact était ailleurs. Ce mec-là, c'était un tank, je pense que c'est le mot qui le définit le mieux. Il n'a jamais dépassé les 17 points de moyenne sur une saison, mais dans la raquette, il faisait régner l'ordre. Des écrans qui faisaient trembler la terre, des passes laser pour lancer les contre-attaques, une science du rebond hors norme. Et cette saison rookie 68-69, historique. Il arrive à Baltimore, les Bullets passent de 36 à 57 victoires. Même coach, même effectif à 80%, même système. Le seul changement, c'est lui. Résultat, MVP, rookie de l'année, All-NBA First Team. Une première dans l'histoire après Will Chamberlain. Et ensuite, il guide la franchise vers 4 finales NBA en moins de 10 ans. Avec Elvin Hayes à ses côtés, il accepte de passer au second plan en attaque pour se concentrer sur le sale boulot. Défense, rebond, leadership. Et en 1978, à 32 balais, alors qu'on le pensait sur la pente descendante, il va chercher le seul titre de l'histoire des Bullets, avec à la clé un trophée de MVP des finales. Ouais, même si Hayes avait les meilleurs stats, c'est Unseld qu'on a choisi. Parce que son impact, encore une fois, va bien au-delà des chiffres et du scoring. Alors pourquoi la 57e place? Parce qu'il a rempli toutes les colonnes les plus importantes. MVP, MVP des finales, champion, franchise player, fidélité, leadership. Mais aussi parce que son prime a été très court, et qu'offensivement, on parle d'un joueur très limité. On ne peut pas le monter beaucoup plus haut justement à cause de ça, mais le mettre plus bas, je ne veux pas. On parle d'un mec qui a mis toute une franchise sur ses épaules et qui a réécrit son histoire. Wes Unseld, c'est un ovni dans le paysage NBA, et dans mon classement, il a la place qu'il mérite. Rien de clinquant, rien de flashy, mais tout simplement incontournable. Dernière place pour aujourd'hui, la place 56, et je l'offre à Robert Parrish. Robert Parrish, c'est l'histoire d'un mec qu'on oublie trop souvent quand on parle des plus grands. Pourtant, cette place, c'est exactement là où il doit être, parce que ce qu'il a accompli, c'est tout sauf banal. 4 titres de champion NBA, 9 sélections All-Star, plus de 23 000 points, près de 15 000 rebonds, et surtout, 1611 matchs NBA joués. Le mec est tout simplement le joueur le plus capé de l'histoire de la ligue. Et pas seulement pour faire de la figuration, hein, non, il a été un titulaire solide pendant 2 décennies. Sa carrière commence dans l'ombre à Golden State, dans une équipe en déclin où il galère au point de sérieusement envisager de raccrocher les sneakers. Et puis arrive le trade qui change tout. Boston l'appelle, il atterrit chez les Celtics avec Larry Bird et Kevin McHale, et là c'est le décollage. Le Big Three originel, 3 bagues ensemble, des finales dantesques contre les Lakers de Magic et Karim, et un rôle majeur dans l'un des plus gros duels de l'histoire NBA. Parrish n'était pas la tête d'affiche, mais s'il faisait tourner la machine. Défense solide, rebond à l'appel, tir en cloche soyeux à mi-distance et une constance hallucinante. Il tournait à plus de 15 points et dire bon pendant quasiment toute sa carrière à Boston, avec des saisons à 19-10 ou 18-12 en pleine période de domination. Tout ça c'est fort, mais ce qui le rend unique, c'est surtout sa longévité. À 40 balais, il plante encore presque 12 points par match. Il va chercher un 4e titre avec les Bulls de Jordan à 43 ans et il finit par dépasser Karim comme le joueur le plus durable de l'histoire. Pas flashy, pas de trash talk, pas de highlight viraux, mais une endurance, une régularité et une humilité qui forcent le respect. Et face à sa puissance, son expérience et son intensité, tout le monde s'inclinait. Alors pourquoi 56e? Parce que malgré ses chiffres fous et ses bagues, il n'a jamais été le numéro 1 de son équipe, il n'a pas porté une franchise à lui seul, il n'a jamais eu ce rôle de franchise player de calibre MVP qui fait grimper certains dans le top 30. Mais plus bas, je refuse, parce que Robert Parrish, c'est un rock, un monument, et dans une ligue qui aime les éclats, lui a préféré la constance, et ça mérite le respect. Du coup on arrête là pour aujourd'hui, vous en pensez quoi vous de tout ça? Vous trouvez que j'ai classé un joueur bien trop haut, ou alors bien trop bas? Faites-moi vos retours dans les commentaires, je suis impatient de vous lire et d'avoir vos retours. Le sujet est tellement difficile, tellement subjectif que obligatoirement il appelle au débat. Pour ça, je compte sur vous, lâchez-vous. Et en attendant le prochain épisode, la team vous attend très fort dans cette section com. Lucas, está de club.